Imaginez, vous vous réveillez un beau matin alors que vous êtes sous le régime politique d'un certain homme politique chinois très strict. Vous regardez les journaux et vous vous rendez compte que le monsieur vous demande votre avis sur son régime, en critiquant au passage lui-même le sien. D'une manière innocente, vous commencez alors à dire 2-3 petites choses sur ce régime qui ne vous plaisent pas. Un an plus tard, on frappe à votre porte, des gardes rentrent chez vous, vous prennent par le callback et vous annoncent que vous allez être exécuté prochainement. Bonjour à tous, c'est Monacol, et c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'un sujet sensible, celui du régime dictatorial. Bref, sur cette chaîne, dès que je parlerai de politique, je mettrai toujours de dire mon avis, et ce sera le cas ici aussi. Je ne veux créer aucune polémique, je suis juste là au service de votre culture. Bref, je pense que certains l'ont deviné, mais ici nous parlerons de l'ancien chef militaire chinois, Mao Zedong, ou en français par transcription, Mao Tse-tung. Mais moi je vais l'appeler Mao Zedong parce que j'ai envie. Donc, rentrons dans les méandres de l'histoire chinoise et explorons un peu les lourds secrets de celle-ci. Attaquons direct avec le vif du sujet, passons sur l'enfance de Mao Zedong. Ce personnage est né le 26 décembre 1893 à Shaoshan et est mort le 9 septembre 1976 à Pékin. Il est le fils aîné d'une famille de paysans prospères de sa ville natale. Sa mère, Wen Qumei, je suis pas sûr de la prononciation, a eu 7 enfants, dont 4 sont décédés. C'est une bouddhiste fervente et va à l'encontre de son mari, Mao Yishang, en faisant l'aumône aux mendiants de passage. Il faut préciser que le père de Mao Zedong sert dans l'armée et hypothèque les terres d'autres paysans et achète celles des paysans pauvres afin d'en assurer la commercialisation. Le boug était carrément qualifié d'affameur. À se demander comment se sont rencontrés ces deux tourtereaux. Mao Zedong vit donc sous cet environnement familial, et c'est à cette époque, lorsqu'il est enfant, que des révoltes éclatent dans sa région contre le régime de l'époque. Mao Zedong donnera un témoignage plus tard à un journaliste. Ces incidents, se produisant coup sur coup, laissèrent une empreinte durable sur mon jeune cerveau déjà rebelle. Dans cette période, je commençais à posséder une certaine mesure de conscience politique. Donc sous ce cadre familial, ses parents lui payeront un enseignement scolastique. Vous allez voir. De ses 8 à 13 ans, il subit un maître qui lui fait apprendre les textes du philosophe chinois Confucius par cœur. Son enseignement était tellement dur qu'il était régulièrement battu par son maître parce que tout le monde sait que battre les enfants permet de mieux les éduquer. Mao Zedong, avec son esprit rebelle, s'oppose évidemment, bien sûr, à l'enseignement de son maître. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ait dégoûté la lecture. Au contraire, 2 romans marquèrent notre intéressé, Au bord de l'eau et Les 3 royaumes. Au bord de l'eau, relatant l'histoire de 108 bandits démantelant un gouvernement corrompu. Tiens, comme de par hasard. Et l'autre roman, relatant tout simplement des aventures épiques, prouvant ainsi le besoin d'adrénaline du jeune homme. Après ses études primaires, il s'occupe de la ferme familiale pendant 3 ans jusqu'à ses 18 ans. Puis à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait à ses 18 ans, Mao Zedong ? Il s'est barré, allez hop! Donc suite à cela, commencent les agissements militaires du bonhomme. La révolution chinoise de 1911. Elle est aussi appelée révolution Jinhai. C'est un renversement de la dynastie des Qing. Oui, je sais, c'est marrant. La dernière dynastie impériale ayant régné sur le continent chinois de 1644 à 1912, après 268 ans de règne. C'est pendant cette période que Mao s'inscrit dans l'armée à Changsha, dans sa province natale, à Hunan. Jusqu'au printemps 1912, date à laquelle Mao quitte l'armée, Mao Zedong va pour la première fois fréquenter des gens du peuple et développer du lien avec eux, notamment en rédigeant des lettres pour eux, car la plupart étaient illettrés. Mais notre petit Mao, en tant que rebelle, refuse d'effectuer les tâches ménagères et paye des colporteurs pour les faire à sa place. Et bah, il a déjà un certain caractère, relatif de ce qu'il va devenir plus tard. Quelques temps plus tard, les 2 personnages importants de la révolution de l'époque, Sun Yat-sen et Yuan Shikai,
retenez bien Sun Yat-sen, parvinrent à un accord, et la guerre initialement programmée fut annulée. Direct après l'info, Mao court dans une bibliothèque et retourne à ses bouquins. Il n'aura jamais participé à aucun combat, étant resté en garnison dans des bâtiments. Mais bon, après c'est bien beau la guéguerre, mais il y a aussi les études. Donc, je vais vous résumer en bref ses études supérieures. Mao Zedong a effectué une école de commerce pendant un mois, puis la quitte. Il a ensuite intégré une école de littérature et d'histoire, mais la quitte aussi au bout de quelques mois, jugeant le programme de l'école limité et son règlement inacceptable. C'est ainsi que son père lui coupe les vivres. Malin le Mao. Il rentre alors à l'école normale de Changsha en 1913 et obtient son diplôme en 1918. Je dis ça, je dis rien, mais dites-vous que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un futur dictateur qui tapait ses meilleures dictées. 2 professeurs ont contribué à la formation de la pensée de Mao Zedong. Yuan Jiliu, le professeur de langue et de littérature chinoise, et Yang Shangxi, le directeur du département de philosophie. Yuan apprit à Mao à, selon lui-même, rédiger une dissertation classique acceptable. Et Yang influença Mao à écrire son premier essai, La puissance de l'esprit. Cet essai fut perdu, mais grâce à une ancienne traduction de Friedrich Paulsen, on a pu y retenir 3 idées directrices. Le besoin d'un État fort avec un pouvoir centralisé, l'importance capitale de la volonté de l'individu, la relation tantôt conflictuelle, tantôt complémentaire entre les traditions intellectuelles chinoises et occidentales. Bon, les études c'est bien beau, c'est même super, travailler les gens, mais nous, on va plutôt continuer sur la lancée politique de Mao Zedong. Il explique lui-même qu'en 1936, mon esprit était un curieux mélange de libéralisme, de réformisme démocratique et de socialisme utopique. J'avais une passion plutôt vague pour la démocratie du 19e siècle, pour l'idéalisme des utopistes et pour le libéralisme à l'ancienne mode, et j'étais franchement antimilitariste et anti-impérialiste. Bon, je vais vous expliquer 2-3 termes, je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Le libéralisme, c'est une doctrine selon laquelle la liberté économique et le libre jeu de l'entreprise ne doivent pas être entravés. En France, on est plutôt libéral. Ensuite, il y a le socialisme. C'est une doctrine d'organisation sociale qui entend faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers, au moyen d'une organisation concertée. En gros, le socialisme, c'est faire passer la généralité plutôt que l'individu, ce qui est contraire au libéralisme. Bon, maintenant que vous avez ces termes, continuons un petit peu. Pour l'instant, soyons objectifs. Pas grand-chose ne présage cet homme d'un esprit de dictateur. Rien ne montre même que Mao est forcément dangereux. Mais avançons. Mao assiste avec Yang au mouvement du 4 mai 1919, un mouvement anticolonialiste chinois à Pékin. Yang devient professeur à l'université de Pékin et sous recommandation de celui-ci, Mao est engagé en tant qu'aide à la bibliothèque. Ce métier étant considéré pour l'époque comme un sous-métier, Mao subit le mépris des étudiants pékinois et intellectuels, ce qui le marque à vie. C'est ainsi qu'il s'enregistre comme étudiant à temps partiel dans cette université et suit des cours de qualité. Ouais, franchement, la tronche des mecs qui ont harcelé Mao Zedong. Une fois pendant cette période, il fut attiré pendant un moment par les idées de Jiang Qingshu, le directeur du Parti socialiste chinois, plutôt tourné vers l'anarchisme. Il écrit même un article où il traite le parti de Marx, le fondateur du communisme. Pour rappel, le communisme, c'est une organisation politique sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Le communisme considère que le prolétariat, la force de travail, est mené par la classe ouvrière. En gros, pour faire très simple, le communisme c'est le socialisme poussé à l'extrême. Donc revenons à notre article. Donc Mao critique le parti de Marx et le qualifie comme un parti d'une extrême violence. C'est toujours dans son séjour à Pékin que Mao lit énormément et se familiarise surtout avec les idées communistes et marxistes. Ouais, le retournement de veste est phénoménal. Et fun fact, c'est pendant cette période que Mao se marie avec la fille de Yang, son mentor devenant ainsi son beau-père. En bref, pendant cette partie de sa vie, il rejetait la culture classique et l'impérialisme étant un mouvement où on a envie d'imposer un empire. Il ne s'intéresse pas aux pays étrangers, contrairement à ses contemporains qui partaient étudier en France, et tombe en accord avec des idées socialistes.
mais c'est seulement en 1920 qu'il adhère au marxisme, qui, je le rappelle, est le communisme à l'état pur. C'est à l'âge de 28 ans que notre joyeux personnage participe à la première session du Parti communiste chinois à Shanghai, le 23 juillet 1921. 2 ans plus tard, lors du 3e congrès du parti, il est élu comme l'un des 5 commissaires du 3e bureau central. Avec le Parti communiste chinois, que j'appellerai pendant tout le reste de la vidéo PCC, Mao a le secret rêve de faire la révolution à Shanghai. Mais après des incidents, tels que la détérioration des relations avec ses principaux alliés, Mao perd un moment ce rêve et rentre dans sa province natale. Mais il retrouve la motivation lorsqu'il apprend que des révolutions ont éclaté à Shanghai et Canton en 1925. C'est ainsi qu'après avoir participé à une congrégation, il retourne à Hunan, sa province natale, je le rappelle. Oui, je sais, ça commence à être compliqué avec tous les noms. Et Mao expose son document appelé Rapport sur le mouvement paysan à Hunan. Ce document est considéré comme le point de départ de ces théories révolutionnaires qui vont poser problème. Bon, je vais passer quelques détails et je vais vous résumer rapidement ce qu'a fait notre zigoto. Le KMT, le plus ancien parti politique de la Chine, un parti nationaliste. Pour vous faire extrêmement simple, le nationalisme c'est un courant de pensée politique comme quoi on est très attaché à son pays. Donc, le KMT et le PCC, pour rappel le parti de Mao, collaborent depuis 1924, mais se séparent en 1926 à cause de la mort de Sun Yat-sen, leur leader, qui avait déjà fait ses débuts avant Mao. Cette séparation mène au massacre de Shanghai de 1927, une attaque meurtrière du KMT dirigée par Chiang Kai-shek contre les gauchistes afin d'éviter au PCC de prendre le pouvoir. C'est ainsi que cela mène à la guerre civile. C'est ainsi que Mao est envoyé à Hunan pour le comité central du PCC et lève une armée appelée l'armée révolutionnaire des travailleurs et des paysans. Il tente avec son armée un premier soulèvement cette même année qui échoue et sont obligés de se réfugier dans la montagne du Xingangshan. Après cet échec, Mao pense que le communisme marxisme-léninisme, pour faire très simple, le communisme à l'état très pur, Mao pense donc que ce parti politique n'a pas d'avenir en Chine, car selon le véritable prolétariat n'est pas effectué par les ouvriers, mais par les paysans. Mao va ainsi implanter le PCC de plus en plus dans le milieu rural. Sa méthode ? La terreur. Mao va exterminer tous ses opposants, tuant jusqu'à 186 000 personnes. Mais Chiang Kai-shek revient et oblige Mao à fuir vers le nord, vers le Shaanxi. Il fut un périple de 12 000 km pour Mao. Il recommence alors à faire ses propagandes en milieu rural. Mao introduit la révolution dans les campagnes par le partage des terres et le massacre des mécontents. C'est ainsi qu'à partir de février 1935, il est élu président du PCC. Mais comme le reste des Chinois, Mao est confronté à l'invasion japonaise. Mais il met en place une stratégie fourbe. Il laisse les forces de Chiang Kai-shek s'épuiser face à l'ennemi. Puis à la capitulation de Tokyo en 1945, où les Japonais ont quitté la Chine, Mao a repris la lutte contre les nationalistes affaiblis et a pris le pouvoir. C'est ainsi que le 1er octobre 1949, Mao proclame la République populaire de Chine. Il cumule dès à présent les fonctions du président du Parti communiste chinois et de président de la République. Le leader chinois jouit d'une autorité sans partage sur le pays le plus peuplé du monde. Et il affirme que tout opposant au parti sera éliminé. Cependant, au milieu des années 50, Mao appelle le peuple à critiquer son régime. Il critique même, lui aussi, le régime. Le peuple commence alors à dire ce qu'il en pense. Parce que, après tout, si le propre mec qui dirige son propre régime critique son régime, on peut dire ce qu'on veut, non ? Mais un an plus tard, bim ! Tous ceux qui ont critiqué ont soit été harcelés, persécutés ou tués. La Chine commence de plus en plus à être fatiguée. En 1956, Mao fait donc une petite mesure de libéralisation. Toute petite, mais qui est aussitôt enlevée.
lorsque plusieurs rapports sont publiés et que les communistes commencent à flipper que le pouvoir s'échappe de leurs mains. Mao tente un dernier espoir lorsqu'en 1958, Mao lance le projet The Great Lap, qui exige que la Chine dépasse la Grande-Bretagne d'ici 15 ans. Raté. C'est un terrible échec qui coûta la vie à 30 millions de personnes. En 1960, Mao vire énormément d'experts soviétiques qui comptaient parmi ses rangs. Il est stressé et épuisé par la situation. Il n'est plus tout jeune. À cette époque, la tension est si vive entre Pékin et Moscou que l'on craint une guerre. Il faut que Mao partage le pouvoir avec les réformistes. Il prend sa vengeance en 1966, lançant la révolution culturelle. Cette révolution mobilise la jeunesse face aux hiérarques du Parti communiste et à toutes les valeurs du passé. Les étudiants se soulèvent, c'est reparti pour un nouveau massacre. Sa quatrième femme, à Mao, Jiang Qing, oui, il s'est marié 4 fois, il a bien profité de Boog, profite de la faiblesse du vieil homme pour durcir encore plus le régime et mettre la Chine encore plus dans la sauce. La santé de Mao Zedong se dégrade extrêmement progressivement, dû à son tabagisme incessant. Et c'est ainsi que le 9 septembre 1976, à l'âge de 82 ans, Mao Zedong s'éteint, dû à un infarctus de la myocarde. Bon, pour être honnête, je vous ai passé beaucoup de détails sur Mao Zedong. Il y a énormément de choses à dire sur ce personnage que je n'ai pas dites. C'est un homme qui a pourtant bien commencé un simple futur littéraire, mais qui a terminé comme un tueur de millions de personnes. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un personnage intéressant. J'ai beaucoup aimé écrire cette vidéo, même si elle m'a beaucoup frustré, car j'ai dû filtrer énormément d'informations pour pas faire une vidéo trop chiante ni trop longue. En bref, j'ai beaucoup aimé écrire cette vidéo, et j'en referai plein d'autres sur la chaîne. Je vous invite maintenant à aller voir ma dernière vidéo sur les bornes d'arcade, je la trouve super et elle m'a pris beaucoup de temps, n'hésitez pas à aller la voir. C'était Monacol, Bezou.